Euh, Aïe, 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 aïe. Bon, on va déjà démarrer ici. Le temps qui fait ça. On bosse. Les amis, les amis. Bon, les amis, 5 sujets à couvrir aujourd'hui. J'ai été à la pêche aux infos. Un accord historique entre les États-Unis et l'Iran qui remet tout le Moyen-Orient sur la table. Une flottille a résonné dont les conséquences judiciaires s'accumulent. Un ministre israélien d'extrême droite qui se retrouve bloqué par les États-Unis. Une Union j'allais dire européenne. Une Union européenne incapable de se mettre d'accord sur grand-chose. Et au milieu de tout ça, Gaza qui continue de mourir. On commence. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis, avant de démarrer. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits likes, les petits pouces, les commentaires. Partagez et abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne. Les amis, ce sujet date de fin mai, tout le monde le connaît, début juin 2026, ok? Mais, par contre, ses conséquences juridiques sont toujours en cours. Alors, revenons rapidement sur ce qui s'est passé avec la flottille humanitaire. La flottille mondiale Soumoud, arraisonnée par Israël dans les eaux internationales fin mai 2026. Des militants pro-palestiniens à bord du navire chargé d'aide humanitaire destinée pour les Gazaouis, Israël intercepte les navires. Et là, les amis, sort le grand Zorro israélien, que j'ai nommé Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, diffuse lui-même une vidéo. Sur cette vidéo, des militants agenouillés, menottés, maintenus la tête au sol. Et Ben-Gvir qui déclare face caméra, évidemment en rigolant, « Bienvenue en Israël. C'est nous qui sommes les maîtres ici. La colonie des vacances est terminée. » Donc, un ministre, évidemment, israélien, une personnalité importante pour l'Israël, qui se filme lui-même en train d'humilier des civils arrêtés, et qui le poste lui-même en plus sur les réseaux. C'est fort. Les conséquences judiciaires arrivent maintenant, les amis. La France a ouvert une enquête pour torture et crimes de guerre via le parquet national antiterroriste. L'Italie a fait pareil. Le parquet de Rome enquête directement sur Ben-Gvir pour mauvais traitement. La France avait déjà interdit Ben-Gvir de rentrer sur son territoire après cet épisode. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège l'ont sanctionné le 10 juin. Et l'UE dans tout ça. On revient dans le sujet 3. Ici, c'est le moment cocasse de la semaine. Qui l'aurait cru? Et en même temps, c'est tellement révélateur. Ben-Gvir, les amis, le démon, là, ouais. Il voulait partir en vacances aux États-Unis, sûrement pour voir le mondial, avec sa famille. L'ambassade américaine lui a répondu, pas de problème, mais vous devez venir en personne donner vos empreintes digitales avant d'obtenir le visa. Et là, vous allez sûrement me demander, pourquoi? Eh bien, c'est simple. À cause de ses condamnations pénales. Ben-Gvir a été reconnu en 2007 coupable d'incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste. Mais en tout cas, en Israël, ça ne l'a pas empêché de devenir ministre. Mais les États-Unis, eux, ont leurs propres règles sur les personnes condamnées. Résultat, Ben-Gvir a annulé le voyage. Un ministre israélien d'extrême droite, allié historique de Trump, soutenu par Trump,
refoulé par l'ambassade américaine à cause de son casier judiciaire. Si ça, les amis, c'était dans un film, on allait nous dire non, c'est trop gros. Mais en tout cas, voilà ce que ça révèle. Même dans l'alliance la plus solide, il y a des limites administratives que la politique ne peut pas effacer. Ben Gvir reste ce qu'il est. Un homme condamné pour racisme et soutien au terreau. Et en tout cas, aucune, aucune amitié avec Trump ne changera ce qu'il y a dans son casier judiciaire. Justement, pendant que la France, le Canada, le Royaume-Uni et d'autres sanctionnent Ben Gvir, l'Union européenne, elle, n'y arrive toujours pas. Le 15 juin, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, l'a dit clairement en conférence de presse. Beaucoup d'États membres avaient proposé de sanctionner économiquement, avaient proposé des sanctions économiques contre Ben Gvir. Mais aucun consensus n'a été atteint. Conclusion, un seul pays peut bloquer et une seule personne a bloqué. L'Union européenne, les amis, fonctionne à l'unanimité sur les questions de politique étrangère. Ce qui veut dire qu'un État membre peut seul empêcher une décision que 26 autres veulent prendre. C'est une folie, c'est une aberration. En tout cas, jusqu'à présent, on ne sait pas qui exactement a mis son veto. Mais le résultat est là. Un homme condamné pour racisme et soutien au terreau, filmé en train d'humilier des militants humanitaires, reste à ce jour non sanctionné par l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne représentant un pays qui a mis son veto. Du coup, les 26 autres, c'est de l'aberration. Normalement, tu dois te plier à la majorité. En tout cas, c'est une leçon géopolitique en temps réel. La règle de l'unanimité à l'Union européenne sur des sujets comme celui-là, c'est de la paralysie garantie. Ici, en tout cas, je pense que c'est le sujet le plus important de la semaine, probablement de ces derniers mois. Dimanche 15 juin, Washington et Téhéran ont annoncé un accord de paix. Fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Réouverture du détroit d'Ormuz. En tout cas, je tiens quand même à rappeler que, que Ormuz n'a jamais été fermé. C'est un accord en tout cas historique. Et Israël dans tout ça, vous allez me dire. Mais Israël est mis devant le fait accompli. Il n'a jamais été mentionné dans l'accord. Il n'a jamais été consulté. Ou, en tout cas, ses exigences n'ont pas été satisfaites. Alors, Netanyahou a tenu une conférence de presse le 15 juin. Il a dit, le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'un anéantissement nucléaire. Et il a prévenu que l'armée israélienne resterait à Gaza, au Liban et en Syrie, aussi longtemps que nécessaire. Et tous les analystes sont unanimes. Cet accord renforce l'Iran et isole Israël. Il marque une baisse d'influence réelle de Netanyahou sur Washington. Bon, ça reste à prouver encore. Ce qui était impensable il y a encore quelques mois. En tout cas, oui, c'est vrai. Il y a quelques mois d'ici, on n'aurait jamais pensé à cela. Et maintenant, la partie que je dirais savoureuse. Ben Gvir et Smotrich, les deux piliers de l'extrême droite du gouvernement israélien. Ils ont immédiatement attaqué l'accord. Ils estiment qu'Israël doit le défier.
Rappelons quand même quelque chose. Qui a mis Ben Gvir et Smotrich au pouvoir? Rappelons encore une chose. Qui a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem? Rappelons encore une chose. Qui, pendant des années, a tout donné à l'extrême droite israélienne? C'est Trump. Et aujourd'hui, bizarrement, ces mêmes hommes s'opposent frontalement à un accord négocié par Trump. C'est ça, les amis, c'est ça la logique de l'extrême droite. Vous êtes leur allié tant que vous faites exactement ce qu'ils veulent. Dès que vous déviez d'un petit millimètre, vous devenez l'ennemi. Même vous, même Trump. Et pour finir, les amis, c'est le sujet qui buzz cette semaine en France et qui illustre parfaitement jusqu'où est arrivée la rupture franco-israélienne. Eero Satori, le plus grand salon de la défense et de la sécurité au monde. Il se tient en ce moment même, du 15 au 19 juin, au parc d'exposition de Paris-Nord. Des centaines d'exposants, des milliards de dollars de contrats des armées du monde entier. Et cette semaine, pendant la nuit, les organisateurs ont fait barricader les stands des entreprises israéliennes présentes au salon, avec des rideaux blancs en pleine nuit, sans prévenir personne. Le ministère israélien de la Défense a évidemment réagi immédiatement. Il a accusé les organisateurs d'avoir agi de mauvaise foi. Les entreprises israéliennes avaient pourtant accepté les conditions imposées par le gouvernement français. Ne représentaient que des systèmes défensifs, anti-balistiques et anti-aériens. Rien d'offensif. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. La France a décidé que même ça, c'était trop. La réponse du ministère israélien de la Défense. Vous voulez l'entendre? Une décision honteuse qui sent le calcul politique et commercial. Et le ministre israélien de la Défense continuera à porter les exportations de défense israéliennes vers de nouveaux sommets mondiaux, malgré les efforts français visant à dissimuler au monde la supériorité technologique israélienne. Voilà ce qu'il a dit. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est on vous en veut, mais on s'en sortira sans vous. En tout cas, ce n'est pas la première fois. En 2024, les 74 stands israéliens avaient déjà été annulés de ce même salon. En 2025, les entreprises Raphaël et autres avaient été empêchées d'exposer au salon de Bourget pour avoir refusé de retirer des armes d'attaque. Ce qui se passe à Eurosatori cette semaine, c'est la traduction commerciale et industrielle d'une rupture diplomatique qui s'est construite depuis 2 ans. La France ne vend plus d'armes offensives à Israël. Cela reste à prouver. La France reconnaît l'État de Palestine depuis septembre 2025. Et maintenant, la France barre la porte de son grand salon d'armement aux industriels israéliens, même ceux qui avaient accepté de jouer le jeu. C'est quand même symbolique. Mais dans l'industrie de la défense, les symboles ont un prix. Eurosatori, c'est des milliards de dollars de contrats potentiels. Être barricadé derrière des rideaux blancs dans ce salon-là, c'est un message que tous les acheteurs mondiaux ont vu. Conclusion, les amis, cette semaine, un accord historique entre l'Iran et les États-Unis qui laisse Israël sur les côtés. Un ministre d'extrême droite filmé en train d'humilier
des civils est recalée par ses propres alliés américains. Une Europe incapable de s'unir au minimum. Et dans tout ça, à Gaza, des gens qui meurent dans l'indifférence pendant que les chefs d'État se parlent à New York et à Washington. Voilà pourquoi cette chaîne existe, pour qu'on puisse toujours continuer de parler de Gaza autant que possible, pour que vous ayez les faits sans avoir à fouiller pendant des heures. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter, comme je prends toujours plaisir à faire les vidéos pour vous. La vidéo est maintenant terminée, mais la discussion continue évidemment dans les commentaires. Les pouces, les j'aime, les cœurs, les partages, les Free Palestine évidemment. Et si tu veux me soutenir, abonne-toi pour agrandir la communauté palestinienne. Sur ce, les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, paix sur vous.